Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais re-update ma vidéo de il y a 2 ans qui consistait à vous présenter un petit peu les personnages que j'ai créés. Du coup, il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps et certains ont bénéficié de quelques petits changements, et même de gros changements. Donc, je ferai ça en suivant. On va commencer par Anna du coup qui est une personnage qui évolue dans les années 1500-1600 dans le Moyen Âge, mais avec le début de l'ère pistolet à silex. Voilà, on a une date, j'ai mis des dates de naissance, j'ai créé des dates de naissance, donc on a le 17 juillet 1637. Elle a 20 ans dans le truc et ça dit: «Anna Milano est une jeune femme, de 20 ans dont le travail est de distribuer le courrier dans les alentours de chez elle. Ceci étant principalement boisé, personne ne veut l'aider. Elle a donc dû apprendre à chasser et connaître les choses qu'elle peut manger dans la forêt. C'est pour ça qu'elle possède un arc et une hache», donc une hache, une hachette d'ailleurs, j'ai marqué une hanche et une hache. Malheureusement pas très évoluée. Les informations qu'elle reçoit sont limitées. Elle fut engagée pendant une période en tant que postière dans une ville plus grande. Elle y découvrit les bibliothèques, source d'informations gigantesques qui l'émerveilla. Elle se mit alors en tête d'en découvrir le plus possible sur ce monde dont elle ignore tout. Elle raffole donc de nouvelles expériences que son ignorance lui a cachées. Elle est gentille, soutient les gens pour leur permettre d'avancer. Donc c'est un personnage qu'on a pu voir dans l'histoire de l'impératrice, qui est donc, en fait, elle devient ensuite impératrice mondiale, puisque sa magie d'accélération lui permet de voyager à travers le monde de manière hyper rapide et bien sûr ensuite à travers l'espace. Donc elle a pu en fait commencer à débloquer, à mettre en fait une loi un peu universelle qui indique que les gens qui possèdent de la magie ne sont pas des parias qu'il faut rejeter. Puisque en fait certains personnages viennent de JDR que nous avons fait. Donc celle-ci vient aussi de ce JDR là et donc certaines histoires sont sont comptées parmi ce JDR là et donc du coup forcément il y a des choses qui sont indépendantes de ma volonté mais que je rajoute à l'histoire pour faire plus précis, plus concret, pour rester dans le JDR en essayant d'un peu adapter pour que ça puisse rentrer un peu mieux dans l'univers et de faire un peu mieux ce que j'ai envie de faire. Là, on a design, donc j'ai créé ce petit design par IA. C'est un personnage, c'est un chasseur de primes des années 1860 en Angleterre. Donc, petit chapeau de comment ça s'appelle? De mousquetaire avec la clope au bec, le pistolet à silex dans la poche avec le sabre et tout. C'est un chasseur de primes qui s'appelle Victor Blackwood, qui en fait, c'est dans une Angleterre une Angleterre moderne, donc avec un peu de la machinerie, et qui, en fait, c'est un chasseur de primes qui tue littéralement parce que personne ne veut s'y engager, et donc c'est le seul à prendre cette voie-là. C'est le fils d'un ancien soldat napoléonien, donc en fait il est français et anglais, même s'il est né sur le sol, il est né en Angleterre. Et donc son rayon d'action c'est le Royaume-Uni, du coup il commence à prendre le train du coup pour y aller, puisqu'il commence à y avoir des trains, des machines à vapeur, etc. Donc certains, voilà, il élimine simplement des cibles, c'est un chasseur de primes. Je compte le développer un peu plus, mais en fait ce que je prévois c'est de faire assez régulièrement des vidéos qui montrent l'évolution, là où j'en suis sur les personnages. Donc vous risquez de revoir ce personnage quand j'aurai un peu plus développé son histoire. En suivant, on a David Thompson, qui sera un personnage qui évoluera dans un JDR plutôt zombie, style Resident Evil, etc. Donc pour l'instant, ce que j'ai noté, mais qui est amené à changer, c'est que il a rencontré quelqu'un dans une mission des neiges. C'est un sniper de l'armée. Il a été pris dans une avalanche, il a perdu un œil. Pour l'instant, c'est le seul truc pour l'instant que j'ai pour lui. Ensuite, on a Elio Luciani, dieu de la justice, qui lui, du coup, en fait, j'ai commencé à créer un univers pour rassembler tous les personnages en un, comme sur League of Legends. Et celui-ci est un dieu, donc c'est le dieu de la justice, qui fait partie du trio dieu de la justice, dieu de la mort et dieu du temps. Qui s'annulent un peu entre eux, puisqu'en fait, la justice permet à la mort de ne pas être sélective, donc c'est-à-dire de choisir qui elle veut. La mort permet au temps de ne pas être infini, donc
oui, que le temps ne soit pas infini et que donc il y ait quand même du recyclage. Et le temps permet à la justice de changer et de devenir et de ne pas être immuable. Voilà. Donc en fait, les trois s'annulent un peu pour pas qu'il y ait de la merde un peu partout. Donc Italien, lui, c'est un juge du coup, avec un marteau, avec une magie d'or. Donc il peut créer des choses en or, que ce soit de la glace d'or, des chaînes d'or, etc. Un marteau. Et donc c'est un juge. D'ailleurs, attendez, côté magie, lui, il y a juste lui qui a une magie qui est l'automatisation des processus, qui lui permet en fait d'automatiser certains processus, comme la recharge de son pistolet, puisqu'en fait il possède un... Là il n'est pas sur l'image parce qu'il ne l'a pas mis, mais il possède aussi un Colt Navy 1851. Alors le Colt Navy, c'est les vieux revolvers. Et en fait, il faut, pour le recharger, il faut donc déjà mettre de la poudre aussi, tirer sur une petite barre qui fait en sorte que ça tasse la poudre au fond, et mettre des espèces de petits caches derrière le revolver. Et donc du coup, sa magie d'automatisation lui permet d'automatiser ce processus, ce qui fait que simplement il met le revolver devant lui, il le lâche, il active sa magie, et toutes les pièces qu'il y a pour son rechargement arrive sur le revolver et s'automatise. En fait, son revolver est automatisé, ce qui permet lui de recharger ses balles beaucoup plus facilement. Donc, c'est-à-dire par exemple, il a plus de balles dans son revolver, il fait en sorte que son revolver se recharge tout seul, il sort le mousquet ou le martini Henry. Je sais pas lequel mettre, plutôt le martini Henry, je pense. Donc, fusil à levier. Il sort le Martini Henry, et une fois qu'il a plus de balles, il re-automatise le Martini Henry, et voilà. Et si jamais il est en double automatisation, eh bien il a toujours un sabre, puis il aime bien se battre au sabre aussi. Donc la magie de la justice, enfin de l'or du coup, de la magie de l'or, et donc dieu de la justice. On a Galater Latrion, donc lui il a un background plus fourni. Tac tac tac, où est Galater ? Donc Galater est un personnage qui évolue dans un JDR The Witcher, et donc qui est légèrement modifié pour pouvoir un peu ne pas se priver sur le personnage, mais c'est ça. Alors Galater est un elfe mage de la cité, il a 127 ans et est professeur et bibliothécaire dans l'académie des mages de cette cité. Tombé dans une chasse au sort et au savoir magique, il semble convaincu que ceci le mènera au-delà des limites, ce qui sous-entend devenir un dieu du temps précisément. Il souhaite ressusciter sa mère, morte d'une maladie qui n'a pas pu être soignée. Sans elle, les alliances politiques entre les 9 royaumes se sont effondrées et un elfe noir maléfique en a profité pour prendre le pouvoir. Ces actions viles et perfides ont mené à une guerre entre les membres de la précédente alliance, tuant de nombreux frères, entre guillemets donc des autres elfes, les frères de Galater. Lui a combattu du mieux qu'il pouvait, mais fut emporté par les gardes de sa mère le plus loin possible et a survécu. Mais ce n'est pas la guerre qui a laissé le plus grand vide, mais bien la disparition de sa mère. Sans elle, les choses manquent de sens. Le monde n'est que guerre, sang et larmes. Ressusciter sa mère est devenu une obsession pour Galater. Et son maître lui a dit qu'il devait apprendre tous les sorts qui existent afin de devenir le dieu du temps. Ensuite, son deuxième objectif est de vaincre la mort et donner le temps nécessaire à ceux qui en désirent, plus ou moins d'ailleurs. Il pense que certaines règles ou choses sont et doivent rester inchangées. La mort de sa mère ne devait pas arriver selon lui. Et donc assez fermé d'esprit. Il n'est pas purement méchant, mais n'aura que faire de la vie actuelle des gens s'il atteint son objectif. Dans ce monde actuel, rien ne l'émerveille, il reste concentré sur son objectif. Alors, quand je dis il n'est pas méchant, mais il n'aura que faire de la vie actuelle des gens, c'est-à-dire que son but étant de remonter le temps, il s'en fout en fait de ce que les gens ont construit. Par exemple, on pourrait lui dire voilà, vous avez construit, voilà, j'ai construit une vie, je m'en fous que je veux pas que tu remontes en arrière, et lui s'en tape en fait. Ça, c'est comme ça. Donc oui, je fais aussi des personnages comme ça parce que c'est ce qui m'attire entre guillemets le plus, c'est d'avoir une il n'est pas forcément méchant, mais il a une pseudo-idée arrêtée, et du coup, ça fait de lui un peu fermé, et j'aime bien jouer des personnages comme ça. Donc Galater est plutôt... voilà. Il est comme ça, c'est pas forcément méchant, contrairement à... Victor pourrait par exemple être considéré un peu plus méchant que Galater quand même si Victor c'est assez juste, mais c'est juste... c'est je te tue parce que personne veut le faire et qu'il faut le faire.
Ismar. Donc, Ismar, du coup, c'est un personnage qui évolue dans un JDR Monster Hunter. Il vient de la région Delgado, donc la région où il y a le Malzeno dans Monster Hunter Rise. Ce qui lui donne du coup cette caractéristique aux cheveux rouges, puisque que je retrouve sa feuille. Attendez. Il est où Ismar? Là. Né à Egado, l'un des villages les plus proches du lieu de résidence du Malzeno. La grande concentration en Kirio fait en sorte que les bébés nés dans les environs ont pour trait particulier les cheveux rouges. Il est un chasseur cuisinier qui élimine les monstres pour en faire des plats. Il occupe le plus clair de son temps libre avec des sorties en famille ou des expositions de ses plats. Son objectif final est d'ouvrir un restaurant avec, à la carte, les différents monstres qu'il chasse. Ce qui veut dire être suffisamment rentable pour embaucher du personnel, donc l'argent est aussi un de ses objectifs. Il connut sa femme lors d'un concours de cuisine organisé par Mamisha à Celiana. Bon, elle s'appelle pas Mamisha, mais on va l'appeler Mamisha. Les fjords de d'Iceborne. Il emporta sur elle et fut pris comme élève de la féline, mais choisit de partager le gain et de faire en sorte que les deux soient les élèves de Mamisha. C'est avec cette expérience qu'ils développèrent une attirance mutuelle et se mirent ensemble. Ils assistèrent donc Mamisha dans le service des chasseurs officiants à Celiana. Au-delà de son apparence plutôt terrifiante, il fait 1m90 je crois, pour 110-120 kg je crois, quelque chose comme ça, il est en fait un personnage très gentil. Il s'occupe de sa famille, cuisine pour les gens et les chasseurs. Il sait se mettre à la place des autres et partager leurs peines. Infliger la douleur aux autres est quelque chose qui le répugne, mais parfois il le fait à contre-cœur après avoir épuisé toutes les autres solutions qu'il avait pour protéger ce à quoi il tient. Contre les monstres, c'est différent. Il utilise un marteau pour ne pas les laisser souffrir d'une plaie ouverte ou du poison, mais essaye de sublimer leur viande dans ses plats. Pour les clients, il propose des services de qualité gastronomique, pour les monstres les plus rares par exemple, mais essaye de mettre une ambiance familiale au sein de son restaurant. Voilà, donc c'est un chasseur cuisinier, et du coup il utilise le marteau, donc. Au début j'étais parti plutôt sur une GS, donc une Great Sword, mais finalement, étant donné qu'on était deux à prendre la Great Sword, je me suis dit pourquoi pas le marteau. Donc voici donc Ismar. Ensuite on a Jake Vance, qui du coup lui, alors il y a des designs qui sont reconnaissables, mais je sais parfois d'où ça vient, donc je prends le design, je le mets là et puis c'est pas très grave. Alors Jake Vance, je crois qu'il est pas ici, il est pas dans ce fichier là. Jake du coup, il est dans un monde qui correspond à l'année 1994 aux États-Unis. Que je trouve l'autre truc, prototype et création de perso, voilà, parce que je sors certains qui sont pas encore tout à fait finis et d'autres qui sont complètement finis. Donc on a Jake Vance, du coup, qui vit avec son grand-père mafieux qui invite très souvent ses collègues chez lui pour des réunions. Ils fument tous comme des pompiers et à force, les ongles de Jake se sont jaunis en réaction au tabac. Pour que ce soit moins moche, il met du vernis à ongles. Mais au collège, on s'est moqué de lui. Quelle grosse erreur, car c'est là qu'il a eu sa première bagarre et qu'il a commencé à y prendre goût. Il s'est donc immédiatement inscrit dans un club de MMA, mais après quelques semaines, il a cessé de venir. La raison, il ne trouvait pas le frisson du combat comme la première fois. Alors il se tourna vers le combat de rue et gagna de nombreux combats. C'est alors qu'il eut l'idée de créer son gang The Saint of Los Angeles, inspiré de la musique du coup Saint of Los Angeles de Motley Crue, qui est donc son thème à lui. Donc voilà, on a un personnage qui... C'est littéralement un Stremon, hein. Le gars est en train il nique tout ce qui bouge. Enfin, c'est-à-dire que il est quand même assez honneur en mode... c'est vraiment du duel de rue. Si jamais il y a un écart, bah, il s'en charge, mais bon voilà, le but c'est de se battre, quoi. Il a lui il a une Dodge Viper, un peu comme celle de Sylvain dans la vidéo, là, la Dodge Viper rouge. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur lui. Kenta no Wiki. Alors Kenta no Wiki, vous l'avez vu du coup dans la vidéo consacrée sur lui. Kenta, il est donc ici. Kenta a un gros background. Ses parents ont fui la Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale et se sont réfugiés en Chine pour finalement rejoindre le Japon en 1951. Kenta est né sur sol et son éducation est donc celle de son pays de naissance, le Japon. Sa situation financière est plutôt stable, mais il n'est pas riche pour autant. Ah oui, donc du coup, il est à moitié polonais et à moitié japonais. Durant son enfance, il a toujours été le gosse impossible à canaliser, qui fait ce qu'il veut quand ça lui chante. Il met des articles qui lui plaisent dans le panier de course et fait ses devoirs uniquement quand ça l'intéresse. Il donne son maximum pour esquiver les corvées les plus ennuyantes, ce qui a le don d'embarrasser sa mère japonaise.
Kenta est donc très fort dans les domaines qui ont piqué son intérêt, mais archi nul dans les autres. À force, ses parents ont compris qu'ils ne pouvaient pas le tenir par les ordres, mais ils savent qu'il n'est pas un délinquant et qu'il fera ce qu'il faut. Son grand frère Shinji est quant à lui bien différent de Kenta, adapté parfaitement au système japonais, élève modèle, intelligent et beau. Ceci a créé une rivalité entre eux, mais chacun envie l'autre. Kenta admire le fait que tout le monde aime son frère, tandis que Shinji voudrait avoir été un peu plus libre comme son petit frère. Depuis le déménagement de ses grands-parents, il est passionné d'urbex en tout genre qu'il garde en vidéo grâce à ses caméscopes. Il adore chercher des trucs dans les il a adoré chercher des trucs dans les cartons et retrouver des pépites de vieillerie. Il a passé presque toutes ses vacances d'été de 4e et 3e à ça, si bien qu'il a accumulé de nombreux trésors rangés dans son grenier. Une collection de vieux vinyles, la partition originale d'une musique connue, une valise chic, une peinture. Et le meilleur d'entre eux, il a trouvé un fusil de chasse américain qu'il a ramené en secret avant de remettre à la police, parce que c'est quand même une arme et qu'il n'a pas le droit de l'avoir. En 3e, il connaît une grosse bagarre. Un de ses camarades fils à papa décrète qu'il ne doit pas obtenir son diplôme car il ne respecte pas les codes sociétaux japonais. Ce camarade va très loin et falsifie les notes du brevet blanc, lance des rumeurs et menace ses amis. Kenta pète un plan et le confronte en combat au point qu'il finit par gagner. L'administration et les équipes pédagogiques sont choquées et savent que ce n'est pas pour rien que ce combat a eu lieu. Mais certains enseignants voient là une occasion de l'exclure de l'établissement. Grâce au soutien de beaucoup, ils contrent ensemble cette démarche qui permet à Kenta de rester dans l'établissement. À partir de ce moment, ils décrètent qu'il n'aime pas se battre car cela amène toujours plus de problèmes que celui qui a été réglé par le combat. Il passe ensuite en seconde, mais redouble car il ne suit plus les cours et est parti dans un cursus qui ne lui plaisait pas. Quand il rentre en seconde dans un lycée, donc pour l'instant on n'a pas le nom parce que le JDR n'a pas eu lieu, il a donc 16 voire 17 ans en septembre prochain. Il rejoint le club de basketball dans lequel il joue en tant que pivot. Donc voilà, il y a aussi sa date de naissance, donc né le 23 septembre 1984. Kenta est un garçon plutôt blagueur, attiré par la simplicité et l'honnêteté dans la façon de dire les choses. Il peut parfois se montrer cru pour faire comprendre les choses, même si à l'inverse il aime discuter avec son entourage et débattre sur des sujets divers et variés. Il reste respectueux des personnes, que ce soit en cours, même s'il parle, il chuchote, ou bien dans les cimetières. Cependant, il n'hésitera pas à utiliser son immense honnêteté pour faire entendre ce qui ne va pas. Vivre dans l'inconfort d'une situation qui demande de constants efforts est quelque chose qui le touche et pour lequel il apportera son soutien comme il le peut. Il a parfois tendance à exagérer les choses, les réactions ou ses actions pour rendre sa vie plus spectaculaire, ce qui peut le faire paraître ridicule. Du coup, il se prend souvent des heures de colle, qu'il ne fait jamais. Il aime les jeux vidéo, en particulier ceux de combat, et la musique. Il s'est lancé récemment dans la création de musique et porte toujours un casque pour en écouter sur lui. Kenta adore manger des produits du monde et en cuisine parfois. Son rêve serait de combattre les situations de crise pour que plus personne n'ait à quitter son chez-soi, ses amis et sa famille pour aller ailleurs comme l'ont fait ses grands-parents. Il ne sait pas encore quel métier il veut faire, mais juge qu'il a suffisamment de temps pour s'y pencher plus tard. Il est plus attiré par les filles. Quoi ? Pourquoi j'ai mis ça ? Et jouer avec ses amis. J'ai peut-être pas fini. Il est plus attiré par les filles. Ah oui. Non, sous-entendu, ouais, il a un attrait. Voilà, les femmes sont presque une passion pour lui, quoi. Sous-entendu. Donc voilà, là on a du coup 1984. Ismar n'a pas forcément de date de naissance, étant donné qu'il n'y a pas forcément de. En fait, il y a une date sur lui, quand je peux à peu près dater l'univers. Par exemple, un univers médiéval avec du pistolet à silex, ça va être voilà, 1637 par exemple. Bon, c'est un peu du pif, hein, je vous l'avoue. Tac. Ensuite, du coup, Kenta c'est terminé. On a Nova, donc c'est deux formes. Donc ici, on a le Nova jeune et le Nova comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Nova, c'est un fantôme. Du coup, vu qu'il a le feu bleu, en fait, c'est un fantôme. Un petit garçon mort qui cherche à vivre encore quand on lui a donné la possibilité. Il pense qu'aider les autres est la chose qu'il doit faire. Il est mort de faim et de froid après avoir été abandonné par ses parents. Aujourd'hui, ses flammes lui rappellent l'époque où sa chair était véritable. C'est le seul truc qui est écrit sur lui. Mais du coup, en fait, cette forme, c'est la forme qu'il adopte lorsqu'il peut récupérer. Il peut récupérer quelque temps son apparence. En fait, là, c'est comme s'il avait 10 ans de plus parce qu'il récupère son corps mortel pendant quelques temps. Voilà. Là, on a Shuijing, du coup, le seul truc qu'il y a sur lui. Alors, c'est dans lequel déjà ? Il est là, je crois. Né le 7 octobre. Alors, l'année, pour l'instant, j'ai pas trop parce que j'ai cru que
j'ai cru que l'année, enfin le siècle où se passaient les carnets de l'apothicaire était en 676, enfin en 600-700. Mais en fait, je crois que c'était en 1500. Donc je sais pas trop, je mets pas d'année pour l'instant. Donc il y a quand même une inspiration un peu Jinchi là-dessus. Mais voilà. Donc Shui Jing est le fils d'un très grand peintre qui a peint de nombreuses toiles possédées par l'empereur. Il fait aussi des... comment ça s'appelle? En fait, il s'occupe des banquets de l'empereur, donc en fait, il est un peu dans l'événementiel, quoi. Il, il- il place les tables, il fait ce genre de trucs. Il y a une petite description aussi. C'est quelqu'un de très simple, malgré son poste haut placé, son attrait pour les arts. Il préféra une paysanne en grande courtisane de l'empereur. Voilà, donc j'ai voulu partir du principe qu'il préférait quelque chose de très simple. Voilà. Donc, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir c'est un peu comme Jinchi en fait, il est un peu attiré par Mao Mao qui est quelqu'un de pas riche, et là c'est un petit peu pareil. Tac tac tac, on a Stark, du coup, que vous avez vu dans le dernier roleplay. Donc Stark c'est long par contre, hein. Stark il y a beaucoup là-dessus, mais c'est mon personnage préféré de ce que j'ai créé, parce que j'adore ce personnage. Il y a aussi une ligne directrice. Donc en gros, c'est une ligne, enfin comment dire, une ligne directrice, c'est un peu le but, pas forcément du personnage en lui-même, mais comment il est une ligne qui me permet de respecter la personnalité du personnage. Donc Stark, né le 18 décembre 1742, il a 18 ans, protéger les plus faibles en montrant que tout est possible afin de contrer cette société. Il utilise une épée bâtarde, donc une longsword, c'est-à-dire une épée bâtarde comme celle de Trunks par exemple dans Dragon Ball, qui du coup lui permet d'utiliser une main et deux mains. Il a une magie d'équilibre, ce qui lui permet d'avoir un peu toutes les magies, mais tant qu'elles sont en équilibre. Exemple, feu-glace ou feu-eau, ou équilibre de tempête par exemple qu'il a, donc au début de la pluie, puis du vent, puis de la foudre. Voilà, il a ce truc. Et il a, pour son équilibre principal, c'est préservation-destruction. Donc préservation, ça lui permet de faire des boucliers, des soins, etc. Et destruction, ça lui permet d'avoir une énergie noire qui permet de faire de l'offensive, donc de détruire. Voilà, on va lire le background du coup. Stark vit à Éclise, un petit village à Spatagonia, pays de la beauté. Son monde médiéval ressemblait à la France du début du XVIIIe siècle. Les valeurs véhiculées... 18e... Début du XVIIIe. Ouais, début XVIIIe, mi-XVIIIe. C'est le siècle de la Révolution, quoi. Les valeurs véhiculées par ce pays passent par l'élégance et la noblesse des matériaux employés, jusqu'à même que les artistes soient aussi importants que certains politiciens. En ce sens... Enfin, les politiciens. Ceux qui gèrent un peu le pays, parce que c'est un roi actuellement. En ce sens, le pays a quelques retards en ce qui concerne l'armement et les machines et toute activité susceptible de détruire cette norme de beauté. La monarchie est concentrée sur les galas de danse, des expositions artistiques, plutôt que les paysans et la guerre, méprisant ses plus pauvres chevaliers possédant des pouvoirs de destruction jugés monstrueux. Tout ce concept vient d'une potentielle légende impliquant une guerre entre les anges et les démons, dans laquelle les anges ont aidé les humains, et pour leur rendre hommage, la ville était couverte de dorures et de statues d'anges, tradition qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2500 ans, ça c'était donc une guerre qui s'appelle l'Armageddon, qui est une guerre entre les anges et les démons. Voilà. Stark Elysium est né dans une famille de paysans de Spatagonia dont il fait préserver des labeurs. Sa famille, Anthony Elysium, son père, et Catherine, dit Cathy Elysium, sa mère, pensait qu'un corps svelte et sans poils était signe de noblesse et de beauté. Au fur et à mesure du temps, le corps de Stark s'était énormément affaibli. C'est alors qu'il entreprit de s'entraîner en cachette. Stark est un garçon gentil, oui, qui n'hésite pas à rendre service aux autres quand ils en ont besoin. Il a un grand respect pour les femmes qu'il traite avec attention et envers les hommes humbles qui savent reconnaître les limites de leurs capacités ou leurs talents sans en faire trop. Cependant, lorsque le flux des entraînements fut visible, ses parents furent mécontents et le punirent. Stark n'avait pas compris de suite que cette punition avait pour but de l'empêcher de devenir un combattant, dans le but de pure protection bien entendu. Cette punition lui fait perdre un peu de ses forces, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un gros client, un chevalier. Stark fut abasourdi par l'aura qu'il dégageait et décida de fuir de la ferme familiale avec cet inconnu. Durant les premiers mois, Stark ne fut qu'un poids pour le chevalier. Il était maladroit aussi bien physiquement que mentalement. Habituellement, il aidait à diverses tâches que les plus âgés de son village ne pouvaient plus faire. Il avait le droit à quelques tâches à la ferme, mais sa passion est la pêche. Il fournissait son village en poissons,
qu'il allait chercher dans la ville voisine avec son cheval. Mais il n'avait jamais voyagé et ne connaissait rien aux coutumes des autres villes. Mais au fur et à mesure du temps, le chevalier vit le but de Stark naître. Ce jeune écuyer venu du secteur agricole avait l'ambition nécessaire pour réaliser son but. Dans un monde régi par les inégalités sociales, seule l'ambition et la détermination creusent l'écart entre les bons et les mauvais chevaliers. Le chevalier commença à croire en son écuyer et l'entraîna, mais ce dernier remarqua vite que Stark ne semblait pas posséder un pouvoir offensif, un désavantage comparé à d'autres. Au contraire, cette énergie blanche soignait et protégeait les autres. Malgré ça, le chevalier ne perdit pas espoir et Stark non plus. Cependant, soutenu, il redoubla d'efforts. Stark vouait une admiration sans limite au chevalier qui s'est atténuée avec le temps passé avec son maître et les histoires qu'elle lui a contées, comprenant que certains étaient corrompus et qu'ils abusaient de leur statut et puissance. De plus, la monarchie ne semble que peu prêter de considération à ces chevaliers, justifiant leur laideur et leur pouvoir de destruction par la nécessité de protéger le pays. Hop, je reprends, j'avais fait une pause. On en est là. Le maître chevalier de Stark était une femme qui cachait son visage même à Stark. Lorsqu'elle le lui révéla, au lieu de prendre son habitude de respecter les femmes plus qu'il ne devait respecter les gens, il a continué à la traiter comme habituellement. La décision de son maître a été motivée par le fait qu'elle s'est reconnue dans le but de Stark et en lui, et a décidé de lui montrer son visage. Elle était magnifique, au-delà de jolie. Son visage n'avait aucune cicatrice et ses yeux traduisaient qu'elle n'avait jamais été moralement blessée. C'est à ce moment-là que s'est déconstruit devant lui le monde qu'il avait toujours connu. D'un côté, une femme qui avait gardé sa beauté malgré qu'elle possédait une force suffisante pour gagner face à 10 hommes en même temps, et de l'autre, un homme qui fut éloigné de ce que tous avaient appris, apprenant à se battre grâce à une femme. C'est grâce à cette expérience qu'il a cessé de croire ce qu'on lui avait mis dans la tête, à savoir que toutes les femmes sont des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Il aura donc tendance à encourager les femmes sur un champ de bataille tout en veillant à ce qu'elles ne soient pas blessées, comme il le ferait avec un homme. Il n'aime pas vraiment tuer, dû à la règle du code des chevaliers et à ses croyances religieuses. Il n'aime pas voir, il le fait pas du tout. Et laissera le choix de fuir à son adversaire, sauf si celui-ci est trop dangereux ou refuse des solutions pacifiques. Cependant, voilà, tuer, c'est pas pour lui. C'est si il peut laisser les autres faire, tant mieux. Mais si vraiment, par exemple, le boss de fin du truc, il est trop puissant même, là, il aura pas le choix. Mais pour l'instant, on a fait pas mal de sessions là avec lui et j'ai pas eu à tuer. Donc je le fais pas. C'est vraiment genre en cas d'extrême urgence, quoi. Voilà, donc il le fera quasi pas, voire il le fera pas du tout, il le fera jamais. À ses 16 ans, Stark partit à la capitale pour passer le test des chevaliers. Durant les deux années passées à Aurealis, donc la capitale, il apprend à lire et à écrire, ainsi que nombre de coutumes liées aux valeurs du pays. Repasser les costumes, coudre, jouer du violon, danser, s'occuper des femmes, etc. Tout en étant moqué par ses camarades car il est un paysan et un soigneur, ce qui ne fait pas de lui un vrai chevalier. Soi-disant, c'est écrit entre guillemets. De plus, les organisateurs du test choisissaient exprès des laidrons que la plupart refusaient de toucher, mais qui ne dérangeaient pas Stark qui s'exécutait sur les épreuves de beauté, exprimant un vrai sens du beau et sublimait tout ce qu'il touchait. Il fut même invité à un gala prestigieux organisé par la princesse, mais ne fut que très peu à l'aise dans ce genre d'événement, notamment parce qu'il était invité pour ses compétences et non pour lui-même. Du côté de son entraînement, il renforça énormément ses capacités de soins, mais quelque chose de plus sombre et destructeur commence à le rattraper. Une fois le test terminé, il est l'heure pour lui d'accomplir un haut fait pour devenir enfin chevalier. Stark a 3 buts: devenir chevalier, protéger les plus faibles, et en montrant que tout est possible afin de contrer cette société, et se trouver une copine à son goût, donc une femme. Actuellement, il a un 3e but qui vient de naître grâce au JDR, qui est que il est allé chez les sorcières et s'est rendu compte que sa maître était en fait une sorcière. Les sorcières lui ont dit: bon, on a été chassé de ce Patagonia, on vit à l'écart, mais maintenant ça suffit, on veut récupérer nos droits et on est prêt à tous vous fumer la gueule. Et grâce à une amie et lui, le groupe s'est entendu avec à une amie et lui, donc Stark. Ils étaient que 2 à ce moment-là. Ils se sont entendus avec les sorcières pour mener à bien un plan qui consiste à faire monter Stark sur le trône pour donc changer la monarchie complètement. Faire en sorte que la princesse fasse abdiquer son père,
pour avoir de nouvelles valeurs qui sont mises dans la société pour que les sorcières puissent réintégrer la société patagonienne et donc ne pas déclencher la guerre. Donc ça, le but de Stark actuel, c'est de devenir roi. Mais un roi constitutionnel, puisqu'il aura des ministres, etc., en essayant de faire une parité entre les sorcières et les Patagoniens d'origine, qui sont dans son gouvernement. Donc voilà, Stark, c'est comme ça que c'est fait. C'est le personnage le plus complet, je pense, que j'ai, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus. Et un personnage que j'aime beaucoup, depuis son style et puis son background. On a Timble Nook qui lui est simplement un soigneur, alors c'est un elfe ou c'est un nain, je sais plus, ou les deux, je sais plus. Un petit, en fait je me suis inspiré un peu de Timo pour ça, c'était à l'époque où Timo est sorti sur ToXKO, donc je me suis un peu inspiré de Timo, j'ai trouvé ce design, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Ensuite on a Tyrion le géant, lui simplement côté design, voilà on a le design là. Et il possède des lames un peu comme celle de Radan. Donc là, il fait 4 mètres. Et donc vraiment, c'est les deux grosses lames à la Radan. Voilà, c'est le seul truc qu'il a pour l'instant. Là, on a Vassago, qui est un démon. Voilà, c'est tout ce qu'il a pour l'instant, c'est un démon. Tac, 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 tac. Et on a terminé avec eux. Je vais simplement repasser du coup sur des personnages que vous connaissez déjà, mais qui ont changé un petit peu. Voilà. Ici, on a du coup le nouveau design de Tatsuya, parce qu'à l'origine, j'avais pris Yoriichi. Parce que c'était vraiment genre Yoriichi avec une personnalité complètement différente que j'avais inventé. Et il avait le souffle du soleil. Là, actuellement, il ne l'a pas. Ce sont des flammes solaires, mais il ne l'a pas. Je vais donc lire le background, qui du coup, lui, est un peu plus complexe, puisque j'ai rajouté quelques trucs. Il y a Kazuhiko aussi, et Uther que j'ai pas montré. Tac, 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 tac. On va peut-être commencer par eux, en fait, plutôt que Tatsuya. Tac, 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 tac. Hop. On a ici... alors, il y a plusieurs versions à Uther Night Song. Il y a une version canon au JDR, qui est celle qui est apparue. C'est-à-dire que Uther était, en fait, Yomi. Yomi a été capturé par les méchants et transformé en technologie pour qu'il soit avec eux et qu'ils obtiennent des informations. Et donc, il a changé son apparence et s'est appelé Uther Nightsong. Le nom Uther Nightsong est en fait le nom que je donne au fils du dieu de la nuit, ce qui est également le cas ici, c'est le fils du dieu de la nuit, même si là c'est légèrement différent, c'est le fils d'une Vestale vénérant la lune. C'est légèrement différent, mais en gros, dites-vous que ce design, c'est censé être le design d'origine de Uther, qui était le dieu le fils de la déesse de la nuit. Parce qu'il y aurait pu avoir plusieurs histoires, donc ça, ce serait le canon Uther, quoi. S'il était le fils qui n'était pas le fils de Argan. Argan Winterwald, qui est le père de Yomi. S'il n'était pas son fils à lui, c'est-à-dire que si ça, en fait, disons que j'avais fait en sorte que j'avais intégré le dieu de la nuit à Yomi et je lui avais donné une personnalité. Et en fait, il s'est avéré que la déesse de la nuit était complètement différente en fait, que le MJ en fait avait préparé un autre personnage qui était complètement différent. Et donc je me suis dit que j'allais adapter en fait ce personnage à la nouvelle personnalité de la déesse de la lune. Donc, non, la lune ou la nuit, je sais plus. Je crois que c'est la lune et le soleil. Donc on va commencer par Uther du coup, qui dit ligne directrice, ne pas rester passif lorsqu'on a la possibilité d'agir. Fils d'une Vestale vénérant la lune, Uther a grandi avec des valeurs fortes en ce qui concerne la dévotion à une cause plus grande et le sacrifice de soi-même au profit du bien commun. Son village est principalement composé d'agriculteurs qui travaillent au rythme des cycles de la lune et donc vivent du commerce avec les autres. Mais récemment, des difficultés financières frappent la région, obligeant les villages alentours à se concentrer leurs forces dans l'attaque des créatures. S'en suivit une grande chasse pour écarter la menace, obligeant Uther à apprendre à se servir d'un sabre. Un sabre européen plutôt. À la fin de cette chasse, il a confronté sa mère et son village, prenant position sur le fait qu'il fallait arrêter l'assaut de ces créatures. Cette action a déchiré le village en deux, certains sont partis avec Uther et d'autres sont restés. Le groupe qui ont quitté le village pense tous unanimement qu'il faut agir, qu'ils ne peuvent pas rester à se tourner les pouces, tandis que d'autres villages ou villes souffrent de la même situation qu'eux. Oh, je regarde que c'est bien en train de record, bien sûr.
Ils se rendirent donc à la ville la plus proche pour apprendre plus sur la situation. C'est là que fut forgé le sabre d'Uther et qu'il eut ses vêtements, donc actuels. Il entendait parler donc du groupe de 2 autres joueurs qu'il voulut rejoindre pour agir contre les monstres et les instances qui appauvrissent les autres. Uther est un jeune homme câble, réfléchi et posé, mais pas passif. Sous sa douceur naturelle se trouve une détermination inébranlable, forgée par les épreuves de son village. Lorsqu'il arriva en ville, il devint un savoureux mélange d'horloger et de bijoutier. Sa très bonne vision lui a permis de s'imprégner facilement du mécanisme des horloges, et sa culture du minerai nommé argent lui a facilité l'apprentissage du métier de bijoutier. Voir les gens heureux d'acheter ses créations pour des mariages ou simplement pour rendre les gens plus jolis était source de satisfaction pour Uther. Mais parfois il faisait face à des gens pour qui les sentiments n'avaient d'égal que le prix du produit, ou simplement à ceux qui achetaient pour posséder. Certains hommes prenaient quelque chose seulement parce qu'il le fallait, ou bien faisaient semblant d'aimer leur partenaire alors qu'ils n'en avaient que faire d'elle. Ce genre de client lui a fait détester l'hypocrisie et le mensonge, jugeant qu'il était dommage que les gens se cachent derrière des sentiments qu'ils ne partagent pas. Uther acquit donc une nouvelle façon de voir les choses. Il valait mieux faire preuve de franchise, quitte à ne pas aller dans le sens de la personne, plutôt qu'être hypocrite. Il apprécie travailler à plusieurs ou échanger des services, comme la fois où le forgeron avait vraiment besoin d'une bague pour son mariage, mais qu'il n'avait pas l'argent. Il a donc sollicité Uther, ce dernier ayant accepté une arme en échange de la bague. C'est donc comme ça qu'il a obtenu son sabre actuel. Il n'aime pas tuer, il n'aime pas la violence, mais il sait parfaitement qu'elle est parfois nécessaire pour protéger, même s'il ne cherche jamais le combat. Comme cette fois où une altercation a eu lieu dans sa boutique lorsqu'un malfaiteur essaya de dérober ses bijoux. Son sabre eût suffi à servir de menace, mais ses yeux en colère ont aussi aidé à se faire comprendre. Uther était en colère à ce moment-là, et cela s'est ressenti si bien que le voleur a tout reposé et est parti. Lorsqu'on devient suffisamment proche de lui, il se révèle un allié de confiance à qui on peut confier ses secrets et qui comprend les motivations de chacun, même sans partager leur opinion à 100%. Uther est attentionné, veillant à n'oublier aucun détail sur une personne afin de retenir ce qui pourrait la mettre en rogne, mais aussi pour savoir qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Son instinct de la lune a 2 utilités. La première, l'invisibilité. Cela lui permet de créer des voiles d'invisibilité autour d'objets ou de personnes, déviant les rayons du soleil et ne faisant pas apparaître l'objet. Et aussi ce pouvoir lui permet de soigner grâce au rayonnement lunaire de son pouvoir, comme si la nuit elle-même venait apaiser le poids et les brûlures du jour. Voilà donc pour Uther, donc qui n'y a pas plus à dire que son background. On va passer sur du coup, il en manque un, Uther et du coup Kazuhiko. Voilà. Ici donc, nous avons Kazuhiko Hanabusa, né le 6 mai 1447. Je ferais mieux de mettre 1987 plutôt, pour arriver un peu sur les années 1500, donc l'ère un peu Sengoku, mais légèrement avant. Ligne directrice, se débarrasser des préjugés de son aigreur pour retrouver la joie. A un instinct de parfum, a un caractère raffiné, un goût prononcé pour la propreté et le luxe, ne se laisse pas déborder par les événements pour ne pas avoir de la pression et s'adonner à ses plaisirs, n'utilise pas des mots durs et préfère embellir les choses. Depuis petit, le luxe et l'argent le passionnent, il a un attrait pour les fleurs qui sentent bon et sont jolies. Les femmes, élégantes et bien faites bien sûr, sont également une passion au même titre que les arts et la danse. Je ne cautionne pas évidemment les gens qui font des femmes un objet de convoitise, mais il faut dire que mes mots sont peut-être mal choisis, mais voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il a un attrait pour celles qui se mettent bien en valeur, etc. Bon, voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Enfin, qui sont très jolies. Enfin, des fois, vous avez un truc du genre, vous croisez quelqu'un et vous dites waouh, et bah, c'est exactement ce truc que lui, il passionne en fait. La famille de Kazuhiko était des croyants, fervents défenseurs de la foi. Ils offraient des provisions aux voyageurs affamés et aux plus démunis de la ville. Cette famille était aimée par tous. Des riches qui aident les plus pauvres, ça ne se voit pas tous les jours. Kazuhiko raccommodait des vêtements déchirés et jouait de la musique, tandis que ses parents se chargeaient des provisions. Parfois, il faisait des jeux avec les autres, un enfant tout à fait normal si on met de côté son travail gigantesque. Il était gentil avec les autres, attentionné envers leurs problèmes. Il était humble malgré que ses amis les considéraient comme des messies. Mais l'État freinait leurs projets de plus en plus pour s'approprier les fortunes des Hanabusa. De plus, malgré leur travail conséquent, certains groupes clandestins se sont formés et ont commencé à voler ce que donnaient les Hanabusa, et ceux-ci furent contraints de réduire leurs dons. Les gens se mirent donc à leur tourner le dos et à les haïr, jugeant que tout ce qu'ils ont fait était juste de donner de faux espoirs aux gens. Sans leur aide, beaucoup sont morts. La culpabilité les rongeait et Kazuhiko vivait dans l'incompréhension. Pourquoi tout le monde l'avait-il abandonné ?
Mais un jour, ces chefs de gang se sont rebellés et ont tué les deux parents de Kazuhiko. Ce dernier vit leur corps et pleura, l'incompréhension renforçant la difficulté de la situation. Pris de pitié, le gang l'amena avec eux, mais furent arrêtés par une femme, une Noiran qui prit l'enfant avec elle. Après cet acte, Kazuhiko a changé. Ce n'était pas de la haine, mais de l'aigreur et de l'indifférence envers cette classe sociale qui l'aidait autrefois. Cet ingrat avait pris des vies car il ne les aidait plus, alors qu'il n'avait pas pris la peine d'essayer de s'en sortir. Il apprit alors le maniement de l'épée pour se protéger et protéger les autres au cas où, et surtout des techniques commerciales pour vendre ses parfums au meilleur prix. En dehors de son magasin, il assurait la sécurité des Oiran de haut rang. Il devint encore plus riche et affluent, ayant sacrifié son cœur pour y parvenir. Et son aigreur ne s'est pas atténuée car dans son nouveau travail, certains pauvres venaient s'offrir, ou tenter de s'offrir, les services de ces dames et ses parfums en essayant de les voler ou de faire baisser le prix. Ce n'est pas qu'il est méchant avec les gens d'autres classes sociales, seulement qu'il considère que lutter pour sa vie n'est pas vivre correctement. Mais sa réaction ne montre pas cela, critiquant sans retenue, pensant qu'il doit le faire car personne n'ose. La guerre, c'est pour les pauvres, se battre reflète une pauvreté d'esprit. C'est sa phrase à lui. Il lui vend des apparitions beaucoup plus soudaines de créatures et a décidé d'aider au combat pour tenter de récupérer ce qu'il a perdu, la joie des sourires et des enfants heureux avec leur famille au complet. Il donne une perle à quelqu'un dans le besoin à chaque combat et doit vider son chapelet de 30 perles. Voilà. Donc en fait, il est allé voir un moine, je crois, et on lui a donné un espèce de rosaire de perles. Qui coûtent plutôt cher et qui sont un peu magiques, ce qui permet en fait aux gens de s'offrir des trucs. Et donc à chaque combat qu'il mène, il donne une perle à quelqu'un pour qu'il puisse s'acheter quelque chose, voilà, à quelqu'un qui en a besoin bien sûr. Voilà. Donc on a Kazuhiko qui est là. Tac 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 tac. J'ai présenté à peu près tous les personnages qui étaient ici. Tac 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 tac. On a Prometheus du coup qui a une version humaine qui s'appelle Park Woo-jin, qui est pas très développé pour l'instant. C'est un coréen qui a un coréen japonais qui a soit, en fait ça dépendra dans quel univers je vais le mettre, soit il aura un univers plutôt moderne avec en fait tout simplement une vie absolument banale dans lequel il veut s'en sortir, dans lequel il veut sortir, soit ce sera dans le Moyen-Âge et on verra bien ce que je fais. On va donc passer sur les personnages dont les backgrounds ont légèrement changé, ou complètement changé même, et je vous retrouve. Donc voilà, on a Tatsuya Nishiren du coup, qui a vu son background retravaillé. Parce que en fait c'est certains backgrounds je n'avais pas, c'était mes premiers personnages donc ils n'étaient pas forcément hyper bien. Je pense que ça s'est vu entre cette vidéo, la première vidéo où les backgrounds n'étaient pas forcément hyper travaillés non plus, et celle-ci où vous voyez par exemple des personnages comme Tatsuya qui va arriver, ou Kazuhiko, ou même Stark, qui selon moi sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus profonds. Donc là du coup il y a eu un rework du background de Tatsuya. Tatsuya Nishiren, je suis ni un samouraï ni un shinobi, alors je suivrai la voie du sabre. Né le 26 août 1531 et 1831 à Seki, préfecture de Gifu. De Gifu. Il renaît durant le 19e siècle et se place dans le camp des Ishin-Shishi. Alors les Ishin-Shishi, ce sont les partisans de l'empereur durant un conflit qui a opposé les partisans du shogun aux partisans de l'empereur. Et donc il fait face au Shisengumi, donc il est donc avec les Ishin-Shishi. Tatsuya Nishiren, anciennement Tatsuya Senji, est issu d'une famille de forgerons de sabres au Japon de l'ère Sengoku et revivra peu avant le Bakumatsu, environ vers 1860 après JC. Ils ne le savent pas, mais sont les descendants d'un grand et très puissant samouraï qui maîtrise les flammes du soleil. Un jour, le père de Tatsuya découvre une nouvelle technique de forge qui améliore le tranchant de la lame. Il obtient beaucoup de clients, mais finit par être emporté par une maladie inconnue, dont le dernier souvenir qui lui reste est le katana, forgé par son père, qu'il porte et se sert en combat. Pour l'instant, c'est un peu pareil, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va changer. Tatsuya se retrouve donc seul avec sa mère mais n'est pas en mesure de reprendre le travail de son père, car il ne s'intéresse pas vraiment à la forge des sabres, mais plutôt à leur utilisation. Il essaya donc de trouver un maître pour apprendre le maniement du sabre, mais aucun n'accepta, parce qu'ils pensaient tous que Tatsuya devait développer un nouveau style propre à lui, et qu'il ne serait, entre guillemets, qu'il ne serait pas à son prime en apprenant d'autres styles. Il a pris ça comme un affront à sa valeur. Cependant,
Tout changea lors d'une nuit de pleine lune, sous la pluie. Alors que Tatsuya tomba malade, il fut aidé par une vieille dame qui lui offrit son toit et le soigna. Mais lorsque la nuit ne fut pour lui que souffrance, il eut une vision. Un Japon beaucoup plus moderne, en proie à une guerre civile. La seule façon d'éviter la défaite, créer un style de combat à enseigner au plus grand nombre, mêlant magie et combat à l'épée. Croyant à illusion, putain j'ai écrit allusion, une illusion au début, les visions se multiplièrent. La seule explication possible était qu'il était possédé par un yokai. Il se rendit donc chez ses grands-parents paternels, non vraiment réjoui de voir celui qui avait ôté le pain de leur bouche débarquer chez eux. En effet, le père de Tatsuya avait abandonné la voie du samouraï pour élever son fils et plongea les deux vieillards dans une détresse dont ils ne sont sortis et plongea les deux vieillards dans une détresse dont ils ne se sont que difficilement sortis. C'est au terme d'un combat avec sa grand-mère, chasseuse et maître de yokai, qu'il apprit qu'il existait un oracle à l'autre bout du pays. Il partit donc en pèlerinage en quête de réponses, et c'est au cours de ce voyage qu'il créa son propre style de combat, le Iryu Shinten, qui est traduit par Nouveau ciel du dragon solaire. Un style sans force ni faiblesse dans l'équilibre parfait et maître. Il travaille désormais dur pour maîtriser ses mouvements parfaitement et les enchaîner tous les matins au lever du soleil. Il a aussi appris à jouer de la flûte du shamisen grâce à une oiran qu'il avait hébergée un temps durant le voyage en échange du Iryu Shinten. Il présente des insécurités sur son style de combat, se demandant s'il sera suffisant. Donc voilà, on a le nouveau background de Tatsuya, ici. Qui donc, voilà, ce que vous avez vu, donc le paragraphe qui commence par tout changea lors d'une nuit de pleine lune, tout ça c'est donc dans la vidéo lore sur lui justement qui a été que j'ai faite. Donc vous voyez en fait toute cette partie là jusqu'au combat avec sa grand-mère et le fait qu'il parte en pèlerinage. Voilà, vous avez toute cette partie là dans le lore. Il manque Yobi donc. Voilà, on a donc Yomi, lui, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais voilà. Né le 24 octobre X, pour l'instant je ne sais pas, ligne directrice, les seules contraintes qui nous sont imposées viennent de nous-mêmes. Enseignement Siegfried Winterwald, Yomi est un Faunus loup venant de la planète Fauna. Il possède une double magie glace stellaire, la première héritée de son père Argen Winterwald et l'autre de sa mère la déesse de la lune. Il s'agit d'un excellent utilisateur du lycanthropisme, une forme propre au Faunus lui permettant d'allier les caractéristiques les plus utiles de l'animal avec la versatilité et le fait de pouvoir porter des armes des humains. Donc en gros, oui, y avait à la base il était loup et humain et j'ai créé une forme hybride qui lui permet d'être beaucoup plus fort. Il vécut son enfance de manière plutôt pacifique avec son oncle Toboe, le chef de la tribu des loups, jusqu'à ce que le voyage d'initiation ait lieu. Durant celui-ci, Yomi trouva son père dans la nation de la Roche. Finalement, le père et le fils se ressemblent beaucoup et ont accepté la demande des émissaires de la nation de la Foudre, qui était de participer dans leur camp à la guerre. Durant la guerre, Yomi se rend compte que celle-ci a été déclenchée pour qu'il meure, lui, l'hérétique qui a la connaissance que les lignées royales ne sont pas des dieux. De plus, les dragons se sont servis de ça pour vendre des armes à toutes les nations et détruire la nation de la nature qui ne fait pas partie de la légende du Star Eater. Yomi rentre en rage car il a lutté dans le mauvais camp et a tué de nombreux innocents pour rien et élimine la lignée des dragons, réveillant un vrai potentiel sur sa magie stellaire. L'alliance Foudre-Eau gagna et Yomi revint chez lui. Seulement, Toboe était mort, le laissant pour roi. Il dut faire face à une insurrection de certains de ses sujets car ceux-ci n'adhèrent pas au meurtre de la famille royale des dragons. Yomi décida d'accorder une partie du territoire qui ne serait pas sous sa juridiction. Plus tard, un vaisseau s'écrasa et à son bord Suika, un humain de la planète Terre. Au début, Yomi a cru à une attaque de la Nation du Feu et se jeta sur lui pour le combattre. Le combat se finit par son arrêt et les deux hommes réparèrent le vaisseau de Suika avant que Yomi ne parte avec lui pour découvrir de nouveaux horizons, quittant une planète qui n'était pas pour lui et qui lui était presque hostile. Voilà, donc j'ai rajouté donc, l'élimination de la famille royale dragon et donc ceux qui ont le feu et voilà quelques petits trucs et surtout Yomi se définissait pas forcément par son background
puisque déjà je considère qu'il y a deux personnages différents en lui, c'est-à-dire Siegfried de base, qui était plus censé être un roi, quelque chose comme ça, et on a Yomi qui est plus tranquille, qui est plus machin. Donc là, actuellement, là où on en est dans le JDR, on va avoir le vrai Yomi qui va arriver, c'est-à-dire un Yomi qui ne combat plus, qui n'est plus obligé de combattre. Donc voilà, peut-être que je referai un lore sur Yomi justement, parce qu'on a eu une interaction avec lui, c'était la première vidéo de la chaîne, enfin la première vidéo de roleplay, mais je pense que je vais refaire peut-être je vais refaire du coup le background en vidéo de Yomi pour pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qui a pu changer, parce qu'il y a certains trucs qui ont changé. Et voilà, donc ce n'est pas un shinobi d'ailleurs, je l'avais décrit comme un shinobi, ce qui était le cas après la fin de la saison 1. Euh, c'était pas tout à fait ça, j'ai pu définir vraiment le style que je voulais, et en fait c'est un tireur, donc il a deux pistolets, deux Desert Eagle. Ce sont ses armes, même s'il a plusieurs autres armes. Actuellement dans le JDR, il avait deux épées, mais il les utilise pas parce que tout ça appartient à Siegfried en fait. Vraiment, Yomi, c'est les deux pistolets. Les Desert Eagle, c'est vraiment Yomi quoi. Donc voilà, cela conclut cette vidéo sur les nouveaux personnages qui sont que j'ai créés. On va développer un peu le personnage. Je sais pas si j'aimerais bien faire des vidéos plus régulièrement pour un peu développer les personnages, et puis après en faire, même si on sait que le lore, quel lore c'est, j'aimerais bien quand même faire une vidéo là-dessus régulièrement pour montrer un peu l'avancement de mes personnages, et ensuite quand même faire le roleplay d'interaction ou le roleplay lore qui va avec le personnage. Bah, sur ce, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo était pas mal longue parce que ça faisait un moment que j'avais pas refait de vidéos sur ces personnages là, donc il y en avait pas mal qui ont changé. J'ai essayé en fait de rattraper les personnages, mince j'ai caché la feuille, rattraper un peu les personnages qui étaient le moins bien faits, qui étaient Orpheus, qui était Yomi, qui était de Tatsuya, qui sont mes premiers personnages. Orpheus aussi aura son truc. Je prépare en fait un livre audio sur toute son histoire à Orpheus, et j'hésite à faire peut-être du coup directement le livre audio de Yomi, du coup livre audio de Yomi, de Orpheus, et peut-être celui de Stark aussi, qui lui du coup je vais peut-être attendre déjà de faire les deux premiers et d'avoir la suite du JDR pour pouvoir voir ce qui se passe. Devient-il vraiment roi? Quel genre de trucs il va pouvoir mettre en place? Parce que dans mon univers, il devient roi, mais dans le JDR officiel, peut-être ça changera. Mais je ne sais pas. En tout cas, je close cette vidéo ici. Je vous retrouve, je ne sais pas trop quand, pour un prochain roleplay. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.